Bien, je crois qu'on a réglé les petits problèmes techniques et on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence Démocratie et environnement organisée par l'association Sorbonne pour les Nations Unies, pardon. Donc, ici sur Zoom et en live sur notre page Facebook. Notre association, dont le but est de promouvoir auprès des étudiants de la Sorbonne les valeurs des Nations Unies, et ce, au travers des différents pôles et antennes. C'est ce soir l'antenne UN Environment qui a le plaisir de vous proposer cette conférence. Et laissez-moi vous dire que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir l'organiser au vu des difficultés actuelles que nous rencontrons. Notre antenne a pour but plus spécifique de sensibiliser les étudiants aux problématiques environnementales d'aujourd'hui et de demain. Dans cette optique, nous aurons le plaisir de vous proposer très prochainement d'autres événements, comme une conférence sur la thématique du zéro déchet le 3 décembre et une autre sur le véganisme le 16. Mais j'ai conscience que ce n'est pas pour ça que vous êtes venus ce soir, et donc je vais tout de suite laisser la parole à Elliot, qui va vous présenter les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Merci Alec. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelques mots avant de démarrer. Merci d'être si nombreux ce soir. Vous êtes pas loin d'une centaine pour notre première conférence de la saison. Et c'était vraiment, vraiment très important pour nous de susciter un maximum d'intérêt, surtout en cette période compliquée. C'est un plaisir de voir que ça a si bien fonctionné. Merveilleux travail de notre géniale équipe de communication. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement le déroulement et l'organisation de la conférence, après quoi je céderai la parole à nos intervenants. Donc, la conférence de ce soir, elle portera sur les influences qui existent entre la gouvernance démocratique et les questions environnementales. Il sera question plus précisément de déterminer la responsabilité des démocraties dans la crise écologique que nous traversons, de voir également les solutions que les démocraties peuvent proposer, mais aussi les obstacles qu'elles peuvent constituer. Afin de répondre à cette problématique, nous accueillons ce soir deux intervenants de grande qualité qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Tout d'abord, Monsieur Bastien François, professeur à l'UFR de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, également président du conseil de surveillance de la Fondation de l'écologie politique et auteur notamment de la 6e République Pourquoi, Comment, publié en 2015. Il traitera dans sa partie de la corrélation entre crise écologique et démocratique, et notamment de la compatibilité de la démocratie avec les nouveaux enjeux de la crise environnementale, ainsi que des potentielles adaptations constitutionnelles de la démocratie française. Puis, dans un second temps, nous accueillerons M. Romain Slitine, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des innovations économiques et démocratiques, co-auteur notamment de Le coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie, publié en 2016. Dans sa partie, il abordera d'une part l'existence d'outils démocratiques qui permettraient de résoudre la crise écologique et d'autre part de la valorisation de l'engagement citoyen pour la lutte contre la crise écologique à travers l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, outre la volonté d'apporter des éléments de réflexion, l'objectif de cette conférence est de susciter le débat. Ainsi, une séance de questions-réponses est prévue après les deux interventions pendant laquelle vous pourrez échanger avec nos intervenants. Donc, si des questions vous viennent pendant la présentation, et j'espère que ce sera le cas, je vous invite à noter ces questions et à les garder de côté jusqu'à la séance de questions-réponses, où il vous suffira de vous manifester dans l'espace commentaire de la réunion et nos modérateurs vous donneront la parole pour que vous puissiez poser vos questions. La présentation de la conférence étant désormais terminée, nous pouvons démarrer et je cède la parole à M. Bastien François et vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Voilà, j'ai mis le son. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi de votre engagement. Ce n'est pas facile de monter des événements dans ces circonstances. Bravo, quoi. Alors, je suis désolé, je pense qu'il y a un petit décalage entre ma voix et l'image, hein, j'ai l'impression. Mais bon, c'est un peu désagréable. Mais mes étudiants sont habitués, ma connexion n'est pas fantastique. Je suis dans une sorte de trou numérique. Mon petit bureau à Montmartre est dans un trou numérique, mais j'espère que ça sera supportable. Alors, évidemment, les questions que vous m'avez posées sont des questions très larges. Je ne vais pas les traiter dans leur ensemble.
et je vais essayer de laisser justement un peu de temps à la discussion et aux questions. Je voudrais en fait partir d'un lieu commun, c'est-à-dire d'un lieu, de quelque chose qui est en partage entre nous ce soir, qui est l'idée que les crises écologiques et démocratiques sont étroitement imbriquées. J'imagine, si vous êtes là ce soir, que vous avez évidemment conscience du fait que nous sommes confrontés à la nécessité vitale d'engager une transition écologique de nos sociétés afin que la Terre ne devienne pas, et une échéance finalement très proche, de 2 ou 3 générations, ne devienne pas, à proprement parler, invivable. Alors, tout le monde n'en est pas persuadé. Tout le monde n'est pas persuadé de cette nécessité. Tout le monde ne l'appréhende pas de la même façon. D'ailleurs, lorsqu'on parle de transition écologique, il faudrait peut-être parler plutôt de transition écologique au pluriel. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Si je voulais résumer la situation dans laquelle nous sommes de façon très brève et peut-être de façon un peu brutale, je dirais que dans le monde mondialisé dans lequel nous vivons, vous et moi, qui est déjà, et on en fait l'expérience malheureuse actuellement, qui est déjà très souvent et de plus en plus déstabilisé par des crises financières ou actuellement sanitaires, où le modèle économique dominant, une forme de capitalisme qu'on pourrait dire prédateur ou extractiviste, qui fait totalement fi de la finitude des ressources, où ce capitalisme en réalité aggrave toujours plus les inégalités, eh bien, nous devons de surcroît affronter une perspective qui est, à proprement parler, sidérante. Nous savons, à la différence de nos grands-parents, du moins à la différence de nos grands-parents lorsqu'ils étaient enfants, nous savons, nous, que ce monde-là va nous conduire directement à notre perte, et cela à un rythme qui n'est pas un rythme linéaire, c'est-à-dire un rythme qui s'accélère de jour en jour, et que nous sommes peut-être d'ailleurs, paradoxalement, en train d'accélérer avec nos émissions de carbone de ce soir. Et cela, aucun progrès technique, malheureusement, contrairement à une sorte d'illusion un petit peu naïve, aucun progrès technique ne permettra de le freiner. Ce monde-là, il faut donc que nous en sortions vite, c'est-à-dire en quelques décennies au plus, même si il est déjà trop tard pour réparer toute une série de dégâts, et qu'en tout cas, si on veut les réparer, il faudra attendre quelques centaines d'années, et évidemment, ni vous ni moi ne serons là pour voir ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie sortir de ce monde-là ? Eh bien, ça signifie en fait que nous allons devoir inventer, et j'insiste sur le terme inventer, nous allons devoir inventer de nouvelles sociétés, des sociétés plus sobres, plus résilientes, plus soucieuses de notre empreinte écologique, plus attentives aux générations futures. Et là, nous sommes dans une situation tout à fait stupéfiante, encore une fois, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et ça c'est tout à la fois terrifiant et excitant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes dans une situation où nous devons repenser de fond en comble, collectivement, à l'échelle de la planète, tout ce qui fait nos vies, dans tous ses aspects. C'est la première fois que l'humanité est confrontée à ce type de défi. Généralement, nous naissons et nous arrivons dans une société qui se développe. Et là, nous naissons, enfin moi depuis longtemps, mais vous depuis beaucoup moins longtemps, et d'ailleurs ça sera à vous, je pense, de faire le boulot, à vous et à vos enfants, eh bien nous allons devoir repenser entièrement, véritablement entièrement nos sociétés. Ça signifie par exemple que nous allons devoir inventer une nouvelle économie qui sera libérée du joug court-termiste de la finance, qu'il va falloir repousser toute une série de mirages dans lesquels nous sommes pris, celui du productivisme, le mirage de l'hyperconsommation. Nous allons devoir inventer d'autres richesses, des richesses plus solidaires. Nous allons devoir inventer d'autres conceptions de la prospérité, d'autres conceptions de la propriété, d'autres conceptions de la valeur des biens et des services. Nous allons aussi devoir inventer des sociétés plus justes, et ça c'est extrêmement important parce qu'il n'est pas possible, il n'est pas acceptable, il ne sera pas accepté de réduire la composante matérielle de nos vies dans l'objectif de tenir compte de la finitude des ressources sans réduire dans le même temps les inégalités entre les individus.
Et là, dès lors qu'on ouvre ces chantiers, et en réalité, on touche à quantité de sujets. On touche à nos modes de consommation, on touche à nos modes de production, on touche à l'organisation du travail, on touche à notre alimentation, on touche à nos façons de nous déplacer, on touche aussi à nos façons d'occuper les territoires, de les habiter, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des nouveaux chantiers qui s'ouvrent. Et c'est là, évidemment, qu'intervient l'imbrication entre démocratie et transition écologique. Et à cet égard, permettez-moi de revenir sur un événement relativement récent qui est le mouvement des Gilets jaunes, qui est né à l'automne 2018, qui est né contre une forme de fiscalité écologique, mais qui a été immédiatement articulé à une demande de justice sociale et très rapidement a émergé des rangs des Gilets jaunes des revendications démocratiques, appelant notamment à une plus forte participation des citoyens à l'élaboration des décisions qui les concernent, et c'est notamment le très fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et le lien qui a été construit à cette occasion, c'est-à-dire lors du mouvement des Gilets jaunes, entre les impératifs et les difficultés de la transition écologique, la justice sociale et une critique de la démocratie, ce lien me semble très symptomatique des défis de nos sociétés du XXIe siècle, de ces défis nouveaux que nous devons affronter. Alors, comment penser alors le chantier du renouveau de la démocratie pour affronter ces défis inédits de la transition écologique, pour être en mesure de décider ensemble des choix cruciaux que nous allons devoir faire? Je voudrais insister ce soir, dans le temps limité dont je dispose, je voudrais insister sur 4 points. La capacité des systèmes démocratiques à se projeter dans le long terme, la réintégration de la science dans le processus démocratique, la place des citoyens dans la décision, même si Romain Slitin va en parler plus longuement que moi, et la question des échelles d'action. La démocratie, vous le savez sans doute, elle a toujours été soumise à la pression des intérêts du court terme. Il y a beaucoup de travaux, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des références, mais il y a beaucoup de travaux de sociologues, de politistes, d'économistes qui ont depuis très, très longtemps démontré la préférence des systèmes démocratiques pour le court terme et la myopie des démocraties à l'égard du long terme. Et d'ailleurs, notre impréparation actuelle face à la pandémie est une cruelle illustration de ça. De nombreux scientifiques nous alertent et continuent à nous alerter sur le fait que des crises sanitaires telles que celles que nous vivons vont être amenées à se reproduire, notamment du fait du changement climatique et des atteintes, de l'effondrement de la biodiversité. Donc, il est vraiment urgent de faire face à l'incapacité des démocraties à intégrer le long terme dans la prise de décision, justement, pour construire des sociétés plus résilientes, pour qu'ils soient capables de résister aux très probables chocs que nous allons devoir affronter année après année. Tout en plus que je voudrais vous faire remarquer quand même quelque chose, c'est qu'il y a une différence fascinante entre le Covid et la crise climatique. C'est-à-dire le Covid, on a des informations tous les jours, les bulletins d'information nous donnent l'état précis dans la planète de la pandémie. On mobilise des moyens absolument gigantesques, comme on n'en a jamais mobilisé. Le fait que quelques mois après le début de la pandémie, on affirme en tout cas être en capacité de produire rapidement un vaccin, alors même que la crise climatique que nous connaissons depuis beaucoup plus longtemps, eh bien, en réalité, elle se développe dans une relative indifférence, pas la vôtre visiblement, mais quand même dans une relative indifférence. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de réponse politique à la hauteur des enjeux de cette crise, alors que c'est une crise qui est bien plus dangereuse, bien plus structurelle que celle du Covid. Si on mettait les mêmes moyens, la même mobilisation des sociétés sur la question climatique, évidemment que celle qu'on met sur la crise du Covid, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre des moyens sur la crise du Covid, mais vous voyez bien que là, on est dans des échelles qui sont disproportionnées. Alors, pour corriger cette myopie démocratique, je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas de faire table rase des institutions actuelles, il ne s'agit pas de dire, voilà, le futur, ça se construit d'ailleurs toujours avec du passé, donc soyons un peu modestes, mais en tout cas, il faut enrichir ces institutions, innover, pour permettre de mieux répondre politiquement aux problèmes nouveaux que nous allons affronter. Et là, alors, il y a
plein de travaux, là encore, je pourrais aussi vous donner des références, il y a beaucoup de travaux internationaux qui visent à penser des institutions, des nouvelles institutions qui pourraient faire pression, qui pourraient faire contrepoids aux injonctions court-termistes de la vie politique, médiatique et sociale, et qui pourraient garantir, qui pourraient aider à garantir une prise en compte des enjeux environnementaux et la question des générations futures dans la fabrique, par exemple, législative. On pourrait, par exemple, moi j'ai travaillé avec d'autres, des philosophes, des sociologues, des juristes, on pourrait, par exemple, créer une troisième chambre législative à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je le dis pour la France, mais il y a des publications dans le monde entier qui proposent ce type d'assemblée. Il y a même un auteur qui parle d'une quatrième branche de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et il y aurait une quatrième branche qui serait le long terme ou les générations futures. Donc cette troisième chambre, dont l'objectif serait justement de faire rentrer systématiquement la considération du long terme dans la fabrique du droit. Alors, on aurait une chambre, je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, je répondrai à des questions plus tard, mais on aurait une chambre qui n'aurait pas exactement les mêmes pouvoirs qu'une chambre législative, par exemple, elle ne voterait pas la loi, mais elle aurait en revanche des vrais pouvoirs, par exemple celui de s'opposer à une loi dont elle estimerait qu'elle méconnaît les enjeux du long terme. Cette chambre aussi devrait sans doute avoir une composition différente que celle des chambres législatives. On peut imaginer, par exemple, une chambre de cette nature-là qui soit entièrement composée de citoyens tirés au sort. Alors, si vous voulez bien, je reviendrai sur cette question plus tard si ça vous intéresse. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut imaginer des dispositifs d'ingénierie institutionnelle qui permettent justement d'essayer de contrebalancer la préférence, le présentisme, on pourrait dire, des institutions démocratiques dans lesquelles nous vivons. Mais il faut aller plus loin et il faut aussi rompre, et ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas une très grande visibilité dans le débat public. Il faut aussi rompre avec des schémas très anciens et en particulier avec celui qui veut qui résulte de l'histoire, aussi de la construction de la démocratie et de la représentation politique, le fait que les sciences de la nature ont été exclues en réalité de la politique moderne. Et là aussi, il y a un enjeu essentiel, même si relativement complexe, à réarticuler la question de la science dans la prise de décision publique. Il s'agit d'organiser la place des sciences de la nature dans l'espace public, parce que, pour une raison en fait assez simple, c'est que nos sens sont très largement incapables de prendre la mesure de toute une série de phénomènes qui pourtant nous affectent très directement. La composition chimique de l'atmosphère, l'acidification des océans, l'effondrement de la biodiversité. C'est des phénomènes structuraux sur lesquels, sans cet éclairage scientifique, on aurait du mal à prendre la mesure exacte des phénomènes. Alors, on dispose déjà d'institutions de ce genre-là qu'on pourrait approfondir, adapter. Je pense par exemple, c'est un exemple qui tombe bien pour vous, mais je pense au GIEC, qui est né et qui fonctionne sous l'égide des Nations Unies, qui montre bien, le GIEC, c'est une institution extrêmement intéressante parce qu'elle montre bien ce que pourraient être des sciences qui seraient des sciences éclairantes et non pas des sciences agissantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là, dans mon propos, de dire on va donner le pouvoir aux savants. Il s'agit de se donner les moyens d'intégrer les limites planétaires, la mesure des limites planétaires dans la décision politique. C'est aussi l'enjeu, le chantier, c'est aussi celui du peuple, de la citoyenneté. Il nous faut une autre vision du peuple qui ne doit plus être considéré, comme c'est le cas aujourd'hui, comme le récepteur passif de décisions sur lesquelles il serait tout à fait incapable d'avoir prise. Répondre à la crise écologique, c'est prendre des mesures structurelles, lourdes, qui sont difficiles à prendre parce qu'elles bouleversent notre rapport habituel au monde. Or, ces décisions, pour qu'elles soient efficaces et pour qu'elles soient, j'insiste là-dessus, acceptées, elles ne peuvent pas simplement être prises au sommet de l'État, au sommet
des grandes institutions internationales par des élites soi-disant éclairées qui, la plupart du temps, sont, pour des raisons tout simplement sociologiques, très largement hors sol. Ces décisions, elles doivent être pensées, elles doivent être élaborées avec la participation la plus large de la société et au plus près de chacun d'entre nous, au plus près de notre vie quotidienne. Faute de quoi, j'insiste là-dessus, les contraintes de la transition écologique, eh bien, en fait, elles vont affecter en premier lieu qui? Ceux qui sont les plus démunis, qui sont aussi ceux qui payent déjà au prix fort les coûts de la crise écologique. Et là, voilà, de ce point de vue-là, le mouvement des Gilets jaunes est tout à fait exemplaire. Alors là aussi, sur ce point, il y a une énorme littérature en sciences sociales, et en particulier en sciences politiques, qui montre, et Romain Slitin va en parler tout à l'heure, mais que des dispositifs délibératifs qui sont mis en place dans ce qu'on appelle, dans le jargon un peu technique de la science politique, des mini-publics, c'est le cas de la Convention citoyenne pour le climat, où vous aviez 150 citoyens tirés au sort. La science politique montre, il y a beaucoup d'études depuis assez longtemps, que ces mini-publics ont une véritable capacité, sous certaines conditions, à prendre en charge des enjeux que le système représentatif n'arrive pas toujours à traiter, et surtout à trouver les voies de l'acceptabilité de décisions difficiles à prendre. Dans tous les cas, je pense que cette démocratie du XXIe siècle qu'il faut construire, eh bien, elle doit reposer assurément sur plus reposer sur l'intelligence et la créativité citoyenne que les systèmes politiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Enfin, je vais aller très vite sur le dernier point, parce qu'elle est très compliquée en réalité, c'est celle des échelles spatiales de la démocratie. Nous raisonnons, nous avons l'habitude de raisonner, nous ne savons pas raisonner autrement d'ailleurs, avec des échelles qui sont la plupart du temps les échelles des États-nations ou des subdivisions administratives des États-nations, ou alors dans des périmètres qui sont ceux d'accord entre les États-nations. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si ces échelles ou ces périmètres sont adaptés, et la question est de savoir quelles échelles et quels périmètres il faut penser dans un nouveau design démocratique. Il y a une philosophe et une juriste australienne qui s'appelle Robin Eckersley, qui, dans un très beau livre qui est très largement méconnu en France, parce que peut-être c'est un livre d'une Australienne, je ne sais pas, pourtant il est publié au MIT en 2004, un livre qui s'appelle The Green State, qui est un livre en fait qui porte sur, qui discute la question de la souveraineté à l'aune de la prise en charge des questions écologiques, qui parle pour désigner ce que devrait viser la démocratie. Elle parle de la démocratie des affectés, des gens qui sont affectés par la crise écologique. Or, ceux qui sont affectés, eh bien, ils sont affectés à des échelles différentes. Ceux qui sont affectés par la pollution d'un ruisseau, ce n'est pas les mêmes que ceux qui seraient potentiellement affectés par une catastrophe nucléaire, etc. etc. Bon. Autrement dit, la question qui se pose là, pour reprendre les termes d'un essai récent de Bruno Latour, c'est où atterrir. C'est-à-dire quels vont être les territoires de la transition écologique et comment construire des souverainetés, des systèmes démocratiques adaptés aux territoires réels des affectés par la crise écologique. Bon, j'arrête là sur les 4 points que j'avais annoncés. Alors, vous m'avez posé la question par mail, et puis vous avez un peu repris dans votre exposé liminaire, de la nécessité d'une réforme constitutionnelle pour faire face à la crise écologique. Alors, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas nécessaire. Moi-même, ça fait des années que je propose de différentes façons des réformes constitutionnelles, sans grand succès, à vrai dire. Bon. Et évidemment, on peut en imaginer beaucoup. Et notamment, on peut imaginer l'ajout de normes, par exemple, sur le climat ou sur la biodiversité. Bon. Par exemple, si on avait ajouté dans la Constitution, s'il y avait dans notre Constitution dit clairement le principe de non-régression en matière environnementale, eh bien, la réintroduction récente des néonicotinoïdes pour la culture des betteraves, eh bien, tout simplement, elle serait inconstitutionnelle et donc impossible. Bon. Alors, évidemment, on peut rajouter on peut discuter pendant très longtemps de tout ce qu'on pourrait rajouter, des limites, etc., y compris même, comme l'a fait la Convention
citoyenne sur le climat, même si c'était de façon peut-être un peu maladroite, sur la hiérarchie des normes, enfin, au sein des droits fondamentaux, etc. Est-ce qu'il y aurait des droits plus fondamentaux que d'autres? Est-ce que l'environnement serait plus fondamental que d'autres droits? Enfin bon, il y a beaucoup de discussions qui sont d'ailleurs intéressantes. Mais vous voyez bien que l'enjeu, à mes yeux, est bien plus large que ça. Il est infiniment plus large. Pour reprendre une métaphore informatique, réformer la Constitution serait simplement mettre à jour l'un des logiciels de nos ordinateurs. Il faut aller beaucoup plus loin, je pense. Il faut changer le système d'exploitation de la démocratie, le repenser radicalement sur d'autres bases. Et là, il va falloir être extrêmement inventif, parce que les catégories que nous utilisons, ce sont des catégories qui ont été pensées au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, qui ont été mises en place au XIXe, qui ont été renforcées et spécialisées de façon intelligente au XXe siècle. Mais là, nous avons aujourd'hui un problème très différent de ceux de nos ancêtres, des problèmes qui étaient posés par la démocratie libérale et par le parlementarisme. Là, nous avons le problème de la prise en charge du long terme et des générations futures. Et là, sans doute qu'il faut inventer vraiment sur de nouvelles bases, de nouveaux instruments. Voilà, je m'arrête là. Je vous ai fait en fait un programme pour votre génération et les générations à venir. Parce que c'est vrai que là, il va falloir qu'on travaille et qu'on travaille intelligemment. Et je ne pense pas que les vieux, entre guillemets, comme moi, soient peut-être les plus performants dans l'invention. Vous, il va falloir que vous inventiez cette nouvelle société, cette nouvelle démocratie et ces nouvelles institutions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur François. Et donc, la parole est à Monsieur Slitine. Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Écoutez, je suis très heureux également d'être parmi vous, très heureux d'intervenir aux côtés de Bastien François, qui est un de mes maîtres à penser, je dirais, qui est une personne très, à la fois un grand théoricien, constitutionnaliste, politiste, et en même temps quelqu'un qui est engagé et qui souhaite aussi faire passer les idées de la société, ce qui effectivement, je trouve courageux et utile. Et ça m'inspire. Alors peut-être, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est plus spécifique, mais peut-être que tout ce que vous a dit Bastien François jusqu'à présent va pouvoir aussi s'incarner dans cet exemple qui est la Convention citoyenne pour le climat. Alors, moi, d'où je parle en quelques mots, je me suis beaucoup intéressé à ces questions de démocratie et d'innovation démocratique depuis, disons, 2014, qui marque peut-être vraiment le début de mon engagement sur le sujet, puisque 2014, vous vous rappelez, c'était une année d'élection, les élections européennes, et le 50% d'abstention et le Front National qui arrive en tête pour la première fois d'une élection nationale, grand chamboulement dans toute la classe politique. On regardait sur les plateaux télévisés, tout le monde disait mais il faut faire de la politique autrement, c'est pas possible, etc. Donc vraiment on se disait, moi je me disais mais là il va se passer quelque chose. Et une semaine après, c'était politique as usual, où finalement on revenait avec les mêmes débats, le même, je trouve, absence d'idées et d'ambition. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup choqué parce que je me disais, là tout le monde, on a l'impression que la classe politique avait été bouleversée et puis après, il ne s'était plus rien passé. Et donc, c'était un peu l'origine où je m'étais dit, avec des collègues, est-ce qu'il n'existe pas en France et dans le monde des innovations politiques et démocratiques qui permettent de repenser notre démocratie, pas uniquement au niveau théorique, mais aussi au niveau des pratiques, et ce qui a pu être déjà mis en place par des citoyens, par des collectifs d'associations et d'activistes, par des élus, voire par des États. Et donc, j'ai fait un peu un tour du monde, c'est peut-être un grand mot, mais de différents pays, Espagne, Islande, Irlande, Amérique latine, et puis évidemment en France, pour rédiger
le livre dont vous parliez qui s'appelle « Le coup d'État citoyen » et qui a pour but voilà, d'éclairer, de montrer un peu ce foisonnement d'innovation démocratique et à la fois pour renouveler le personnel et les idées politiques, à la fois pour voir comment moi, en tant que citoyen, je peux m'impliquer dans la fabrique de la loi, que ce soit dans l'initiative des lois ou dans la coécriture des lois, que ce soit en tant que citoyen pour reprendre concrètement le pouvoir sur mon territoire, etc. Et en parallèle de ça, je me suis beaucoup engagé dans l'association Démocratie Ouverte. Alors, je vous parle de tout ça justement parce que je viens au sujet qui nous concerne. Démocratie Ouverte, qui est une association qui s'intéresse aux questions de renouveau démocratique et qui essaye à la fois d'être dans la promotion d'un certain nombre d'idées, dont celle de Bastien François, c'est-à-dire sur la Chambre du futur, mais aussi voilà, et d'essayer de les mettre en œuvre. Et finalement, tout ça a convergé un petit peu début 2019, où depuis 2019, on vient d'en parler, c'est un moment de la crise des Gilets jaunes, et on cherche tous, la classe politique, un certain nombre de citoyens, à sortir de cette crise qui commençait à s'enferrer. Et en particulier, il y en a un qui cherchait vraiment à en sortir, c'était le président de la République qui commençait à être sérieusement secoué, y compris physiquement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sa voiture avait été martelée et ça l'avait beaucoup choqué. Et finalement, c'est l'idée, pour revenir aussi au thème de notre sujet, c'est comment concilier fin du monde et fin du mois, parce qu'évidemment, on se rappelle tous que cette crise des Gilets jaunes a été l'étincelle, ça a été l'augmentation du prix de certaines taxes, et en particulier taxe carbone, taxe sur l'essence, qui a fait qu'il y avait une goutte d'eau qui, en gros, on disait, il y a une crise écologique de manière un peu générale, et on va la traiter en augmentant les impôts et en tapant au portefeuille d'un certain nombre de personnes qui n'avaient peut-être pas, qui n'avaient plus les moyens de pouvoir faire face. Donc, ça a créé cette crise. Et il y a un moment, la crise écologique dont Bastien François vient de parler continue évidemment à exister, à s'amplifier. Et en même temps, on a l'impression à ce moment-là que la classe politique est incapable de trouver des solutions acceptables. On en a parlé aussi, acceptables par les citoyens. Et en même temps, acceptable, ça ne veut pas dire tiède ou minimal, parce que si on fait des petites mesurettes, c'est acceptable. Mais à un moment, si on veut véritablement tenir la trajectoire de l'accord de Paris, on sait déjà qu'on ne la tient pas, mais en tout cas ne pas trop exploser, il va falloir faire des réformes très fortes et qui vont effectivement toucher à notre vie même de tous, des plus précaires, mais de chacun d'entre nous. Et c'est des efforts extrêmement importants. Et comment on fait pour que ce soit acceptable par tous? Là, c'est la quadrature du cercle. Comment on fait? Évidemment, ce que nous, on était convaincus, dont on était convaincus à Démocratie Ouverte avec plein de gens, c'était que la démocratie était justement cette clé pour essayer de sortir par le haut de cette opposition entre fin du monde et fin du mois. Donc, là, je voudrais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, parce que bon, la Convention citoyenne pour le climat, c'est devenu un sujet d'étude où on en a beaucoup parlé. Donc, moi, je voudrais juste vous faire part juste de mon expérience et de mon éclairage personnel de ce que j'en ai vu et compris pour faire écho à la discussion d'avant. Alors, comment est née cette Convention citoyenne pour le climat? J'ai dit le contexte politique. Et donc, en fait, c'est dans les crises politiques et quand la classe politique n'arrive plus et est sous pression qu'on peut, de mon point de vue, faire advenir des innovations et des innovations politiques et démocratiques. Et donc, c'est à ce moment-là où, depuis des années, un certain nombre de personnes parlaient de mettre en place une assemblée citoyenne
et ce qui puisse représenter la diversité de la société française et qui puisse avoir un rôle important dans la désignation, dans la fabrique d'un certain nombre d'orientations politiques. Et ce qui a été proposé début 2019 par, du coup, l'association Démocratie Ouverte, moi je vous parle beaucoup de l'association Démocratie Ouverte, il n'y a pas qu'elle, bien évidemment, et heureusement, mais c'est de là que moi je me suis investi, qui a réuni une centaine de personnalités très diverses. Il y avait des politistes, il y avait des économistes, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des gilets jaunes, il y avait des élus et il y avait des banquiers même. L'idée, c'était qu'on ne puisse pas cataloguer cette initiative en étant c'est une initiative des Gilets jaunes ou bien c'est une initiative de bobos parisiens ou d'intellectuels, etc. L'idée, ça a été vraiment de pouvoir essayer de ratisser large autour d'une proposition qui était de, comme je le disais, sortir par le haut de cette crise en lançant une convention, une assemblée citoyenne qui délibérerait, débattrait, ferait des propositions qui seraient ensuite soumises à référendum sur les grands sujets de société. Je pense qu'on aura une discussion après avec Bastien François, parce qu'il a travaillé sur ce sujet en particulier du référendum et de cette opportunité. Nous, on était très convaincus qu'il fallait lier la délibération et la décision qui était le référendum à l'époque. Après, je vais vous dire comment ça a un peu évolué. Et donc, cette lettre ouverte au président de la République a été médiatisée et a eu un écho qui fait que, en fait, vu la pression dans laquelle était l'exécutif, il y a eu un vrai accueil positif en disant « Ok, chiche, comment on fait pour mettre en place cette assemblée citoyenne ?» Alors, au départ, c'était vraiment sur l'ensemble des sujets et on a assez vite refocalisé sur la question climatique, parce qu'en fait, c'est compliqué de parler de tout. Et on a proposé collectivement une méthode, parce que dans la démocratie, la méthode compte. La méthode est essentielle pour pouvoir faire, je dirais, du bon travail démocratique et pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et donc, je voudrais peut-être vous parler assez concrètement de cette méthode, puisque elle était essentielle. Et cette méthode, en fait, est issue d'un rapport de force entre le collectif qu'on a appelé ensuite le collectif des Gilets citoyens, donc avec tous ces gens-là, à la fois des Gilets jaunes, un certain nombre d'organisations et de personnalités, et une négociation avec le gouvernement, qui était autour de 4 points. Je vous le dis parce que pour moi, c'est des choses qui sont essentielles pour construire une innovation démocratique qui fonctionne. On s'est inspiré d'ailleurs d'un certain nombre de projets qui avaient été formulés au niveau théorique, mais aussi d'expériences un petit peu partout dans le monde. Je pense par exemple à ce qui s'était passé en Estonie ou en Islande. Et c'est vrai que c'était une innovation, cette Convention citoyenne pour le climat a été une innovation en France assez radicale et importante, de mon point de vue. Les 4 points que je voulais souligner, qui étaient un peu ce qu'on appelait les lignes rouges de négociation, en disant, OK, nous, les Gilets citoyens, on est OK pour soutenir finalement le gouvernement sur ce projet à 4 conditions, parce que sinon, on peut vite se faire avoir, je dirais. Le premier point, c'était un engagement clair et public du président de la République, avant même le lancement de la procédure, que l'ensemble des propositions qui seront soumises à l'issue de cette convention citoyenne seront soit soumises à référendum, soit transmises au Parlement, soit que des décrets seraient pris directement par l'exécutif. Donc ça, c'était un premier engagement politique extrêmement important. Parce qu'on le verra tout à l'heure, mais pour que la démocratie fonctionne, et en particulier l'implication citoyenne, il faut que la parole du citoyen puisse compter et puisse être prise en compte. Ce n'est pas juste demander son avis et puis ensuite, je fais un peu ce que je veux. Donc, c'était extrêmement important, ce premier point. Le deuxième point, c'était
un temps suffisamment important. Et là aussi, il fallait se négocier parce que, je rebondis sur ce que vient de dire Bastien François, les politiques sont dans le court terme et là, on va travailler sur le long terme et on est dans une crise, la crise des Gilets jaunes, on veut vite en sortir, mais non. L'idée, c'est que pour qu'on puisse faire du bon travail, ça ne se fait pas dans 2 semaines, on ne va pas vous faire des propositions dans 2 semaines, il faut du temps. Et donc, on a négocié 6 mois minimum entre le tirage au sort et la remise des propositions avec un certain nombre de moyens qui était le 3e point, puisqu'il y a eu un budget qui n'était pas négligeable de 5 millions d'euros qui ont été accordés à cette Convention citoyenne pour le climat, qui était pour 2 choses principalement. Un, pour indemniser les citoyens qui venaient et qui consacraient du temps, parfois sur leur travail, à ce projet. C'était juste de les indemniser. Et deuxièmement, d'avoir les moyens pour pouvoir animer cette convention et pouvoir l'animer dans de bonnes conditions. Donc, c'était principalement ça. Donc, la démocratie a un coût. Elle a été estimée à 5 millions d'euros pour ce cas-là. Et effectivement, ça a été accordé. Et puis, le dernier point, c'était qu'il n'y ait pas d'interférence gouvernementale tout au long de la procédure avec un comité indépendant, etc. Voilà. Alors, une fois que ça a été négocié, on est passé à la mise en œuvre. La mise en œuvre, il y a d'abord eu une annonce du président de la République à l'issue du grand débat national, où là, moi, à titre personnel, je suis beaucoup plus critique sur la pertinence démocratique et la portée démocratique de cette, je ne sais pas si c'est un gadget, mais enfin, en tout cas, de cette initiative. D'ailleurs, on n'en parle plus du tout. Et à l'issue du grand débat national, le président de la République a annoncé cette convention citoyenne pour le climat, du coup, avec son engagement de soumettre sans filtre l'ensemble des propositions aux différents corps législatifs et exécutifs pour mise en œuvre et adoption. La deuxième chose, ça a été le tirage au sort. Et bien ça aussi, dans notre démocratie, on est peu habitué au tirage au sort parce que finalement, on réduit beaucoup la démocratie à l'élection, comme si l'élection était l'alpha et l'oméga, en oubliant d'autres procédures de désignation ou d'émergence de collectifs, et en particulier le tirage au sort est une initiative intéressante, surtout lorsqu'il est couplé à la volonté de pouvoir représenter l'ensemble de la population française dans sa diversité. On sait bien que, par exemple, l'Assemblée nationale, elle est élue, mais elle ne représente pas, je ne sais plus, là on est à combien? On est à, je crois, à 2% d'ouvriers qui représentent 25% de la population. Il y a 2% d'ouvriers ou à un moment qui ont été ouvriers dans leur vie à l'Assemblée nationale. Là, l'idée, c'est dans ces 150 citoyens qui ont tiré au sort, par une méthode de quota, eh bien, de tirer au sort autant d'hommes que de femmes, puisqu'il y a à peu près 50% d'hommes et de femmes, proportionnellement à la population de toutes les régions, toutes les catégories socio-professionnelles qui puissent être représentées, tout niveau de diplôme et tout niveau d'âge. Ça allait de 16 ans à la personne la plus âgée, je crois qu'elle avait 85 ans. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a une France en miniature, quelque part. C'est intéressant parce que ça peut provoquer d'autres types de débats. Et puis, enfin, la mise en œuvre, c'est octobre 2019. La Convention citoyenne pour le climat est officiellement constituée et lancée avec un objectif clair et ambitieux, extrêmement ambitieux, je vous le dis, c'est définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc, c'est en gros avoir un esprit de justice sociale et en même temps réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 90. Donc, vous ne voyez pas les efforts que ça demande. Et c'est donc extrêmement ambitieux. Et donc, finalement, faire délibérer une convention sur un sujet de long terme et en même temps qui a des impacts extrêmement forts et structurants sur
chacun d'entre nous, c'est un peu une procédure démocratique intéressante. Alors, le travail, après, c'est peut-être plus des choses que vous avez peut-être plus suivies, parce que progressivement, on en a de plus en plus parlé, mais le travail de la Convention citoyenne pour le climat s'est déroulé justement pendant ces 6 mois. Il y a eu 7 sessions. Et là-dedans, comment ça se passe? Il y a d'abord un temps, moi j'ai suivi un certain nombre de ces sessions, il y a d'abord un temps, ces gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de toute la France et de l'outre-mer également, eh bien, il faut qu'ils puissent s'approprier le sujet. Donc il y a un temps d'appropriation, de compréhension commune de quoi parle-t-on, des limites du mandat donné. Et donc, avec des lectures, des présentations, des conférences, des webinaires, etc., avec plusieurs points de vue exprimés, le plus divers possible. Puis ensuite, il y a un temps, alors ensuite, c'est sur les 6 mois, je dis, mais il y a un temps, ils sont réunis à chaque fois 3 jours, cette fois. Il y a un temps de travail en sous-groupe autour de thématiques pour générer des idées. On est dans une phase de divergence. Puis, on est également dans une phase d'audition d'experts sur des sujets plus précis qui sont convoqués par la Convention citoyenne pour le climat, avec une volonté d'interroger autant le militant écolo que l'entreprise Total. Il y a eu une intervention du Premier ministre, du Président de la République, de nombreux ministres. Et puis, il y a un temps après de convergence, où là, l'animation est extrêmement importante, parce que s'il ne suffit pas de réunir pour produire des idées ou pour produire des propositions, réunir 150 personnes dans une salle, vous pouvez attendre longtemps avant qu'il se passe quelque chose qui puisse être construit. Ça s'anime, tout ça, évidemment. Donc, ce temps de convergence qui était le dernier, où on anime les débats pour pouvoir préciser les propositions, les soumettre à un regard d'expertise scientifique, un regard d'expertise économique et également un regard de juriste pour pouvoir traduire juridiquement les propositions qui seront soumises à la fin. Et donc, c'est tout ce travail pour aboutir, donc un énorme travail pour aboutir à ces 150 propositions. Ce gros travail a été salué par la presse. Je vous disais, progressivement, il y a eu un intérêt de plus en plus important de la presse, de chercheurs. Il y a eu un collectif de chercheurs de plusieurs dizaines de personnes qui ont également suivi ça. Qui a… Alors, pour moi, je vous le dis tout de suite, je pense qu'il y a eu un grand manque. Et c'était pourtant dans le projet originel de la Convention et des Gilets citoyens. C'était, en fait, c'est un moment que ces débats qui ont eu lieu autour des 150, qui ont été de qualité, puissent se diffuser à l'ensemble de la société. Et pour ça, les médias, il ne suffit pas juste qu'ils disent, c'est très bien déjà d'expliquer ce qui se passe, etc., mais il faut que chacun puisse se sentir concerné. Et donc, à un moment, il y a eu, et ça a été sur le point de se faire, mais ça ne s'est pas fait, l'idée d'une grande émission sur France Télévisions, régulière, grand public, pour permettre de diffuser les débats dans la société, pour pouvoir rayonner ce sujet, faire rayonner ce sujet, que le maximum de citoyens s'en emparent. Ça n'a pas été fait. C'est pour moi, comme je vous le disais, une grande faiblesse dans le rapport de force également pour la suite, parce que c'est quand même resté dans un cercle assez restreint finalement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu un travail médiatique. Et le résultat, c'est juin-juillet 2020. La Convention formule 149 propositions, 150, qui ont montré une grande finesse d'analyse, la capacité des citoyens qui ne connaissaient pas le sujet au départ, ou peu, ou pour certains connaissaient, mais la plupart étaient pas plus spécialistes que ça, qui sont rentrés dans le débat, qui ont produit des propositions extrêmement articulées, complexes, qui se sont mis d'accord, en plus, pour pouvoir le soumettre. Alors, je crois que c'est début juillet 2020, Emmanuel Macron a reçu les 150 citoyens à l'Élysée pour leur dire alors ça c'était le discours de Macron, j'accepte les 149 propositions, moins 3 jokers, qui étaient la limitation de 110 km/h de la vitesse sur les autoroutes, en disant
Si on met ça, les médias, tout le monde ne va parler que de ça et ça ne rendra pas justice à votre travail. Et puis quelque chose qui est peut-être, enfin voilà, qui est passé, qui était une taxe de 4% sur les entreprises les plus polluantes. Alors là, voilà, il a joué un joker sur quand même quelque chose qui était assez structurant et pas mineur. Voilà. Et puis, on est aujourd'hui dans la mise en œuvre. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, la Convention citoyenne pour le climat, à la fois, j'en ai souligné aussi peut-être en tant que quelqu'un qui y a participé, donc peut-être avec un manque d'objectivité parfois, mais on pourra en parler dans les échanges. Je suis conscient que ce n'est évidemment pas la solution magique et que ce n'est pas parce que les propositions ont été remises au gouvernement et au président qu'elles vont être appliquées maintenant. Et donc, je dirais, la démocratie, pour paraphraser quelque chose de connu, c'est pas la démocratie continue, c'est la démocratie continue. Le verbe, ça continue, c'est-à-dire qu'on doit collectivement pouvoir batailler, ferrailler pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures. Le gouvernement annonce, je regardais tout à l'heure, que d'ores et déjà 40% des mesures ont été mises en œuvre. On peut assez en douter parce que beaucoup ont été édulcorés, d'autres ont été rejetés, comme la limitation du transport aérien, comme l'augmentation du bonus sur les véhicules les plus polluants, etc. Donc, et du coup, la bataille pour imposer ces mesures et d'autres, et pour imposer ce sujet de la transition écologique au niveau des décisions politiques. Mais je voulais témoigner, donc en complément de l'approche de Bastien François, ou peut-être pour conclure mon intervention, on voit bien que ça fait résonance d'ailleurs avec ce qu'il nous a dit, les 4 enjeux. On est bien sur le long terme, une recherche d'innovation démocratique pour être sur du long terme, on le voit bien, comment s'attaquer de manière concrète, parce que le long terme, ça ne veut pas dire, c'est Keynes, je ne sais plus qui disait, bon, dans le long terme, on sera de toute manière tous morts, peut-être que je confonds, mais en tout cas, voilà, le long terme, souvent quand on dit long terme, c'est pour ne pas traiter des sujets. Et donc, là, on voit bien qu'il y a une volonté de traiter concrètement et politiquement un sujet de long terme. On voit bien le rôle de la science, qui sont des sciences éclairantes, qui ne prennent pas la place du citoyen, mais qui viennent pour donner un point de vue. On voit évidemment au cœur de cette expérience le rôle de la citoyenneté, avec la capacité de davantage pouvoir contribuer à la décision, et on parlait aussi des plus démunis, essayer de représenter, d'aller chercher l'ensemble des citoyens dans leur diversité, et puis les échelles spatiales de la démocratie, où évidemment notre sujet ne s'arrête pas à l'État-nation. À la fois, il y a une dimension beaucoup plus locale, et il y a également une dimension plus supranationale, qui reste, à mon avis, à traiter, bien évidemment. Mais cette Convention citoyenne pour le climat est, pour moi, un bon premier pas pour avancer dans la direction qui nous réunit tous ce soir. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Je vous propose maintenant qu'on passe à la phase de questions-réponses ou plutôt débat. D'un point de vue technique, je propose aux auditeurs de le faire de 2 manières différentes. Les personnes présentes sur Zoom peuvent poser leurs questions directement aux intervenants s'ils le souhaitent, ou me l'envoyer sur le service de messagerie pour que je les transmette. Par exemple, est-ce que Emmanuel Rollin souhaite poser sa question directement ou est-ce qu'il préfère que je la lise? Sans réponse. Ouais, je peux essayer. Allez-y. Je vous pose ma première question. En fait, je me demandais, en écoutant la première intervention, quelle différence essentielle vous voyez entre la crise qu'on vit actuellement et les crises qu'ont connues les différentes civilisations avant nous. Et en particulier, est-ce que quelque part, il faut juste se préparer au fait qu'on va laisser place à une autre civilisation comme ça s'est passé avant? Merci pour votre question.
il y a une énorme différence, c'est que nous savons exactement ce qui se passe. Et nous avons les moyens de décider collectivement. Je veux dire, quand l'Empire romain s'effondre petit à petit, on le sait maintenant avec des travaux d'historiens extrêmement pointus grâce aux nouvelles ressources de l'archéologie. Quand l'Empire romain s'effondre, mais s'effondre sur 600 ans, hein, bon, sous l'effet d'une crise climatique et d'un mini-âge glaciaire, eh bien, on prend les Romains, enfin les citoyens entre guillemets de l'Empire romain, ils prennent pas la mesure du phénomène. Ils sont bons. Et puis il faut dire aussi, c'est que la crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est une crise. C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène. C'est-à-dire que c'est une crise que nous avons produite, que nous continuons à produire et que nous produisons à G continu, c'est-à-dire l'ensemble de nos pratiques de production, de consommation, de mobilité, etc. Bon. Donc, à la différence d'autres crises climatiques, parce que bien évidemment, il y a eu d'autres crises climatiques, il y a eu d'autres variations climatiques, bon, eh bien, nous avons clairement conscience de ça. Alors, nous n'avons conscience de ça depuis assez longtemps, en réalité. Hein. C'est-à-dire que ça fait depuis assez longtemps que l'homme a pris la mesure des changements anthropiques, c'est-à-dire du fait qu'il était en capacité de modifier le climat. Par exemple, on s'en est rendu compte quand on a conquis l'Amérique et qu'on s'est rendu compte qu'on modifiait le climat tout simplement en faisant de la déforestation. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte, ah oui, ça bon. Mais aujourd'hui, on est rentré dans une situation qui est une situation fondamentalement de crise qui met en jeu notre avenir même, l'avenir de l'humanité. Donc là, on est dans une échelle qui est tout à fait différente et un rapport à cette crise réflexif qui est tout à fait différent. Merci. Je ne sais pas si M. Slitine, vous souhaitez répondre aussi ou si on peut passer à la suivante. D'accord. Alors, je crois que Kéliot avait une question à transmettre. Oui, alors tout à fait. Elle peut s'adresser à nos deux intervenants. Alors, vous nous avez bien montré que la démocratie avait bien de quoi agir face à cette crise environnementale, mais je ne suis pas super optimiste, moi. Est-ce que l'urgence climatique, la nécessité d'agir vite avec toute l'injustice que toutes ces questions comportent, les injustices sociales, économiques, est-ce que ça risque pas de ne pas laisser le temps à la démocratie d'agir sur le problème finalement? Bon, si vous permettez, je prends la parole parce que mon micro était allumé. Tout à l'heure, Romain Slitine a fait une remarque qui me semble absurde. Alors, d'abord, je voudrais dire un tout petit mot. Je partage à 100% tout ce qu'il a dit. Son analyse, je la partage totalement de l'importance de cette expérience de la Convention citoyenne sur le climat. Je partage aussi, il a eu raison de revenir là-dessus, les conditions de naissance de cette convention. Je veux dire qu'il y a des collectifs citoyens, il y a des organisations, démocratie ouverte. Ce collectif des Gilets jaunes citoyens ont réussi intelligemment, dans une situation de crise politique, à proposer des solutions. Et je crois que ça montre bien que ça vaut le coup de se mobiliser dans des mouvements de cet ordre-là. Bon. Mais il a dit quelque chose de très important tout à l'heure, il a dit il faut du temps. Et contrairement à une idée reçue, l'urgence, c'est aussi ça va prendre son temps. Le nombre de réformes qu'on ne fait pas parce qu'on est dans l'urgence, regardez par exemple la réforme des retraites. Alors je sais bien qu'elle a été tamponnée par la crise sanitaire. Mais la réforme des retraites, on aurait pris 4 ou 5 ans, on aurait mis des conventions citoyennes pour discuter de cette question-là, etc. On serait arrivé à des niveaux d'acceptabilité sans aucune commune mesure. Enfin, avec ce qui s'est passé, je vous rappelle que sur le plan technique, le gouvernement avait pris une procédure d'urgence. Il y avait une immense urgence, rappelez-vous. C'était pour demain, il fallait sauver les comptes. Et là, on se rend compte qu'on peut sortir des milliards et des milliards. Bon. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que je crois au contraire qu'il faut ralentir la décision. Très souvent, on dit, et à mon avis, je pense que Romain Slitine a reçu très souvent ce type de remarques. Oui, bon, c'est sympa tous vos dispositifs, mais ça ralentit la décision. Or, nous sommes face à l'urgence. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Prendre son temps pour produire de la décision intelligente, acceptable, efficace,
qui tiennent compte aussi des réalités. Regardez ce qu'on a pris comme le retard infini qu'on a pris, par exemple, sur la fiscalité carbone, tout simplement parce que ça a été pensé sans, alors d'ailleurs en ne comprenant pas ce que c'est que la fiscalité carbone, parce que la fiscalité carbone, ça devrait être une fiscalité de redistribution en réalité. Bon. Mais je veux dire, le temps qu'on a pris, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, dès qu'un homme politique veut parler de fiscalité carbone, on lui dit « Ah non, c'est impossible, oulala, c'est pas possible ». Bon, tout ça parce qu'on s'est mis dans le mur sans prendre le temps de réfléchir à l'acceptabilité des mesures de fiscalité. Or, la fiscalité, c'est un instrument extrêmement important de la transition écologique. Et là, on est dans un système où tout le monde a peur de parler d'impôts parce que justement, on n'a pas eu le temps de discuter des impôts, ça se fait tout le temps dans l'urgence. Bon. Et dans une certaine, je dirais aussi, sans beaucoup de transparence. Bon. Mais non, au contraire, moi je crois qu'il faut prendre, c'est très important de ralentir le temps de la décision. Et c'est vrai que la démocratie, ça ralentit le temps de la décision. Eh bien, c'est très important de ralentir parce qu'on est au contraire dans la vie sociale dans un temps infini. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une pression court-termiste. C'est-à-dire, quand vous faites des projets d'équipement, il faut que le projet soit là. Il soit là demain. Sinon, l'élu, bon, vous savez, moi, j'ai été élu, il se trouve que j'ai été élu local. J'ai été conseiller régional, j'ai fait partie de cette majorité qui a instauré le pass Navigo à tarif unique, qui était une mesure que je trouvais extrêmement bien. Enfin, ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avions proposé, mais c'est une mesure de justice sociale sur un territoire qui avait un impact écologique. C'est rare des mesures aussi structurantes sur des questions de mobilité. Bon. Ça coûtait extrêmement cher, ça coûtait des centaines de millions d'euros. Bon. Il fallait les trouver, ces centaines de millions d'euros. Bon. On a mis 5 ans à les trouver. Mais moi, en tant qu'élu, j'avais des pressions folles de ma base, j'allais dire, c'est-à-dire des écolos qui disaient « mais vous aviez promis, etc. » Je dis « ok, mais on va y arriver. » Et on y est arrivé. Bon. Donc, ok, on a mis 5 ans, mais on a mis 5 ans pour changer radicalement un système de transport qui dépense des milliards d'euros par an, bon, en transformant le rapport entre Paris, je ne sais pas si vous étiez peut-être pas, vous étiez trop jeune, bon, mais à l'époque, il y avait des zones. Hein, c'est-à-dire que quand vous étiez à la 5e zone, vous payez votre pass Navigo, je ne sais pas, 150 € ou 180 €. Bon. Donc, c'est-à-dire que les gens qui étaient le plus loin de Paris, enfin bon, alors même que Paris, c'est le lieu le mieux desservi, etc. Bon. Donc, tout ça pour dire que il faut prendre son temps et que la pression sur les politiques, justement, de l'urgence, elle est folle, et que rompre avec le court-termisme, c'est justement se donner des moyens de refuser ce diktat du temps et de son accélération. Merci beaucoup. Merci. J'enchaîne, sauf si M. Slitine a quelque chose à rajouter, sinon j'enchaîne. D'accord. J'enchaîne avec une question qui nous a été posée sur le Facebook Live, qui s'adresse plutôt, qui concerne la Convention citoyenne pour le climat. Quelqu'un nous demande si Emmanuel Macron avait initialement les 3 jokers qu'il a invoqués à la suite de la Convention. Les avait, non, non, mais on est sur de la politique. L'engagement, c'est un engagement politique, c'est un rapport de force. Et ensuite, Emmanuel Macron, non, il avait dit bingo, donc il a dit, mais il a ensuite précisé ce qu'il entendait par le sans filtre. Et il a sorti l'idée des 3 jokers comme ça. Bon, voilà. Mais si vous voulez, là on est sur de la politique politicienne, c'est pas tellement le sujet. Après, la question c'est de se dire, ces 3 jokers qu'il a sortis là, ok, bon, on pourrait se dire, après on peut apprécier. Moi par exemple, à titre personnel, je me dis, c'est l'idée de ne pas avoir focalisé sur les 110 km/h. Peut-être que c'est pas si, parce que vouloir tout faire tout de suite aussi, ça peut être un problème. On parle d'acceptabilité sociale, on parle de long terme. Voilà, il faut que les choses, même s'il y a urgence, il faut que ça puisse se dérouler dans le temps. Donc, c'est pas la peine non plus de se tirer une balle dans le pied. Et moi, j'étais assez d'accord avec l'argument qui était de dire, écoutez, si vous faites les 110, si on passe les 110 km/h, on s'est déjà fait allumer complètement sur les 80 km/h. Bon, ça va être une idée ressucée. La société là, ça va pas passer et on va parler que de ça. Et ça, bon, voilà, donc ça à la rigueur. Mais on pourrait dire, non, c'est aussi, vu l'impact du changement, parce que ça a été évalué, c'est quand même un gros problème pour la suite. Donc, évidemment, on est toujours dans le débat politique, mais là, dans le débat de fond.
pour les 4%, la surprime pour les entreprises les plus polluantes, ça pose quand même un gros problème parce que là, on ne bouge pas les lignes. En refusant ça et en faisant un joker qui, en fait, un joker, on le dit, c'est rigolo, c'est du jeu. Hein, je joue au poker, j'ai un joker, oui, mais en fait, je retire une mesure absolument structurante et qui pourrait justement, parce que Bastien François remettait un peu en perspective, il y a la crise écologique, mais la crise sociale, la crise économique, il faut inventer tout ça et tout ça est en interaction. Et si on ne remet pas en cause les acquis d'un certain nombre d'entreprises où on n'essaye pas de les faire évoluer sur des pratiques plus vertueuses, eh bien, on reste aussi un peu à la marge du sujet. Donc voilà, donc je ne sais pas si je suis très clair dans la réponse, mais non, évidemment, il n'avait pas les 3 jokers au départ. Tout ça, c'est du discours, c'est de la politique. Il ne faut pas oublier le fond et être maintenant extrêmement vigilant pour la suite. Et évidemment, la suite dépasse, bien évidemment, la Convention citoyenne pour le climat, qui n'est qu'une étape. Merci beaucoup. J'enchaîne avec une autre question qui nous a été posée sur le Facebook Live. Alors, je cite, « Les Français sont-ils, selon vous, prêts pour un changement considérable de notre démocratie et des politiques actuelles pourraient-ils incarner vos idées ?» Peut-être Monsieur François d'abord. Alors, est-ce qu'ils sont prêts? Enfin, en fait, alors, si on faisait une convention citoyenne de rénovation de la démocratie, voilà. Moi, je dis que si on veut aboutir à quelque chose, il ne faut pas lire mes bouquins, pas lire les bouquins de Romain, pas lire, etc. Il faut faire, parce que, ok, c'est sympa, c'est des universitaires, etc. Bon, il faut faire une convention citoyenne, et vous allez voir que vont émerger des choses très importantes. D'ailleurs, il y a eu déjà des conventions citoyennes de cette nature-là dans des processus constituants. Je vous le dis d'ailleurs, pour ceux d'entre vous que vous allez trouver très facilement, vous tapez sur Google Big Bang constitutionnel Fondation Nicolas Hulot. On a fait un rapport à la Fondation Nicolas Hulot il y a quelques années en proposant un processus constituant participatif. Bon. Donc on peut imaginer très bien la construction d'un grand débat dans ce pays. Actuellement, non. Actuellement, c'est trop compliqué. Mais si vous faites ça intelligemment, c'est-à-dire si vous permettez aux gens de s'approprier, et Romain Slitin disait tout à l'heure avec une très grande justesse, un des problèmes de la Convention citoyenne, c'était quand même que les médias n'ont pas vraiment joué le jeu quand même. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas accompagné. Je veux dire, bon, on voit bien le rôle, par exemple, quand en Irlande, vous avez un processus un peu différent, mais on a construit aussi un dispositif de cette nature-là pour faire un certain nombre de réformes, en particulier sur le droit de l'avortement, dans un pays très catholique où c'était très difficile. Bon, eh bien, on a utilisé tous les réseaux sociaux pour construire des discussions, pour faire remonter des choses, etc. Bon, donc, il faut sans doute monter des dispositifs de cette nature-là. Après, est-ce qu'il y a des hommes politiques ou des femmes politiques pour porter ça? Mais il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Qu'est-ce que vous croyez? Je veux dire, allez-y. Moi, je dis tout le temps à mes étudiants, mais présentez-vous aux élections. Moi, je suis fini, moi. Il faut arrêter d'aller prendre les gens qui ont déjà les titres, etc. Vous êtes tout à fait capable d'y aller. Il y a plein de gens intelligents partout. Toute personne qui participe, vous-même, vous participez là dans Sorbonne ONU, dans un collectif, je suis sûr qu'il y a plein de gens passionnants, etc. Il y en a partout. Ça ne manque pas. Franchement, les intelligences, les citoyens engagés, ça ne manque pas. Il y en a partout, dans les villes, enfin bon. Et ça ne m'inquiète pas du tout. Alors là, franchement, on aura ce qu'il faut. J'ajoute juste un point sur l'engagement. C'est vrai que, et ça, Bastien François, vous avez été aussi engagé dans des partis politiques. Moi, en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que les partis politiques traditionnels peuvent être aussi assez démotivants dans leur mode de fonctionnement. Et donc, j'encourage aussi à regarder ce qui se passe derrière des mouvements citoyens qui émergent autour du municipalisme, des listes citoyennes qui se créent et qui, effectivement, permettent de renouveler peut-être un engagement politique. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que Monsieur Nathan Pillet avait une question sur le Zoom. Oui, bonsoir à tous et merci aux intervenants, c'était très bien.
Moi, j'avais une question qui recoupe du coup la rénovation de la démocratie, etc., par rapport à l'engagement politique, euh, qui concerne plus particulièrement nos hauts fonctionnaires et notre pouvoir exécutif. Ce matin, sur France Inter, j'écoutais la politologue Colette Morin, qui a écrit Les Inamovibles de la République, et qui nous expliquait que si les politiques, les idées qui vont avec, les ministres passent et changent, les hauts fonctionnaires restent tout le temps et ils sont plutôt conservateurs. Et donc, justement, elle parlait du fait que ce mouvement-là, il peut pas être. Enfin, il est difficilement amorçable lorsqu'on a des hauts fonctionnaires qui restent, qui ne bougent pas et qui ont une tendance à rester conservateurs. Et donc, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dessus et sur justement comment on pourrait envisager une refonte du recrutement, enfin, ou de la formation ou de la provenance de nos hauts fonctionnaires. Voilà. Merci pour cette question, Nathan. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Moi, je voulais juste apporter un témoignage vraiment que j'ai vu sur ce sujet-là. C'est que à un moment, j'ai pas mal travaillé avec un ministre, Benoît Hamon, pour ne pas le citer, qui était ministre de l'économie sociale et solidaire. Et je n'étais pas du tout dans son équipe, mais j'étais assez en lien avec lui. Et quand j'allais au ministère, il avait 7 ou 8 membres de son cabinet. Bon, disons 10 max. Bon. Et il y a un débat sur oh, il y a trop de membres dans les cabinets, il faut les réduire, etc. Et quand on va à Bercy, en fait, c'est une énorme paquebot et avec des milliers de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Et en fait, c'est plus pour témoigner en fait de comment un ministre et une dizaine de collaborateurs qui ont la fonction politique peuvent faire le poids par rapport à cet énorme paquebot de fonctionnaires qui ne sont peut-être pas tous conservateurs, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, où est le pouvoir? C'est plus savoir où est le pouvoir. Et là, c'est une vraie question. Et donc, je pense qu'une des pistes, c'est comment les responsables politiques, qu'ils soient élus ou quand on est ministre, on n'est pas élu, mais enfin, les responsables politiques peuvent s'appuyer intelligemment, justement, et renouveler sur les citoyens et sur cette force citoyenne pour pouvoir faire passer les décisions et les réformes qu'ils souhaitent faire passer. À mon avis, c'est là-dessus qu'il y a quelque chose à jouer. Oui, deux petits mots en plus, hein, je suis d'accord avec tout ça. Le premier, c'est qu'il ne faut quand même pas trop tirer sur la fonction publique et sur les hauts fonctionnaires. Je veux dire, dans des situations telles que nous les connaissons aujourd'hui, on est content d'avoir un État qui tient. Et on voit bien que quand on a essayé de démanteler cet État, par exemple dans la fonction publique hospitalière et l'hôpital public, on voit bien les situations dans lesquelles on est après. Donc, je veux dire qu'on a de la chance en France d'avoir un État qui est quand même un État qui a un certain sens de l'intérêt général, qui est efficace, qui tient la route en cas de crise. Après, il est clair qu'il y a un problème, c'est un très vieux problème de démocratisation de la fonction publique. Je vous rappelle, la création de l'ENA, ça a été pour démocratiser la fonction publique. Bon, alors aujourd'hui, ça... Mais voilà, il faut qu'on... Ça, c'est vrai que c'est un enjeu. Je pense que c'est un enjeu. Hein, vous avez tout à fait raison. Il y a un enjeu lié aux élites, à la formation de ces élites. Et quand je dis les élites, je dis aussi vous étudiants. Par exemple, je suis frappé du fait que dans les universités comme la nôtre de sciences sociales, il n'y ait pas des cours sur l'environnement, sur la transition écologique presque à chaque année. Bon, parce que ça fait que vous arrivez en M2, en fait, vous ne connaissez pas grand-chose et vous êtes assez peu armés, et les hauts fonctionnaires français sont assez peu armés sur ces sujets-là. Il y a aussi, par exemple, cette habitude française, enfin ancienne, qui consiste à recruter des jeunes très brillants au sortir des écoles, des classes préparatoires des écoles. D'ailleurs, ils sont plus rarement passés par l'université. Et à 25 ans, ils font partie de ce que Bourdieu appelait la noblesse d'État. Il y a d'autres pays, par exemple, on recrute des fonctionnaires
on va chercher des fonctionnaires, on va les recruter jusqu'à 50 ans, jusqu'à la retraite finalement, et on prend des gens qui ont des expériences très différentes, etc. Nous, on a une haute fonction publique qui est en fait très endogame et qui a des expériences sociales, culturelles, scolaires, etc., très limitées. Bon. On aurait tout à fait intérêt à recruter des gens qui ont d'autres expériences, avoir des préfets qui ont eu d'autres métiers, éventuellement même en ayant travaillé dans les entreprises. Bon, alors évidemment, après, ce n'est pas les mêmes règles, mais on a tellement peur, nous, que le privé arrive dans l'espace public, on recrute des très jeunes passés par les écoles d'élite de la République, etc., d'ailleurs qui vont après travailler la plupart avec des très gros salaires dans le privé, parce qu'ils ont un carnet d'adresse de l'État. Bon, voilà. Je ne suis pas en train, Nathan, d'enlever l'intérêt de votre question, mais il y a un vrai sujet là, je suis d'accord. Mais tirer sur la haute fonction publique, je ne suis pas certain que ce soit la première chose à faire. Repenser la question des élites et de leur formation et de leur déroulement de carrière et l'ouverture de la haute fonction publique sur la société, ça oui, ça effectivement, c'est un énorme enjeu et un enjeu essentiel effectivement pour les questions qui nous intéressent. Merci beaucoup pour la question et pour vos deux réponses. J'enchaîne avec une autre question du Facebook Live, un petit peu longue, je m'en excuse. Alors, est-ce qu'un fondement constitutionnel de la Convention citoyenne pour le climat, comme par exemple une réforme constitutionnelle dans le sens d'une troisième chambre législative, aurait permis d'éviter ce décalage entre la volonté politique affichée et la mise en œuvre des mesures concrètes? Et alors, oui, voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un si gros décalage que ça. En tout cas, on disait il faut du temps. Attendons de voir ce qui va sortir exactement des propositions de la Convention citoyenne. Parce que je crois que vous ne mesurez pas bien le fait que, indépendamment des 3 jokers qui sont maintenant 4 ou 5, parce qu'il a trouvé d'autres jokers en cours de route, mais vous n'imaginez pas bien la difficulté qu'il y a quand même à traduire l'ensemble de ces propositions dans le droit, dans un droit qui s'applique. C'est très, très compliqué. Là, actuellement, il y a des commissions partout, il y a des fonctionnaires dans tous les ministères qui travaillent, ça touche à toutes les branches du droit, ça touche à du droit qui n'est pas que français, qui peut être du droit international ou du droit européen. Je distingue un peu les deux, mais bon, c'est une tâche énorme de traduire dans un agenda législatif et réglementaire. Donc, là encore, il ne faut pas être trop impatient. D'abord, c'est la première expérience de cette nature-là, qui a quand même, moi, je dois vous dire que j'étais un peu dubitatif sur le sans filtre, mais je veux dire, on doit au moins, enfin, je veux dire, reconnaissons, moi, ça ne m'arrive pas souvent, mais reconnaissons au moins notre président de la République d'avoir tenu quand même pour le moment très largement parole. Dans l'État, il y a un énorme travail. Les 150 se sont constitués en associations qui suivent de très près ce travail. Donc, bon, et je ne suis pas sûr que la troisième chambre aurait changé grand-chose à ça. Hein. La troisième chambre, je veux dire, il n'y a pas une seule. Ce qui me paraît très important de dire, c'est qu'il n'y a pas une seule solution pour répondre aux enjeux du long terme. Là, j'ai parlé de la troisième chambre, mais il y a beaucoup d'autres solutions, et notamment, par exemple, des conventions citoyennes thématiques qui seraient réunies régulièrement sur une somme de questions. Mais on pourrait y en avoir d'autres. Hein. Il y a une littérature, alors les projets sont plus ou moins loufoques, hein, il y en a qui disent, par exemple, qu'il faut interdire aux vieux de voter, hein, parce que eux portent plus les enjeux du voilà bon hein, bon il y a enfin, quand je dis il y en a beaucoup, il y a au moins une centaine de livres qui traitent de cette question dans le monde entier. Bon. Donc il y a plein de solutions, c'est le mélange, c'est l'imbrication de toutes ces solutions qui donnent des résultats, enfin qui ont des effets vertueux, parce qu'encore une fois, ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait des effets vertueux. Ce n'est pas de trouver par miracle la pierre philosophale qui fera qu'on a la bonne solution. C'est de faire en sorte qu'on produise des décisions le plus intelligemment possible, avec la plus grande acceptabilité possible et sous la plus petite emprise possible des enjeux du court terme. Voilà, c'est ça. Et dans un esprit de justice intergénérationnelle. Donc, il n'y a pas un seul mécanisme.
il y a beaucoup de mécanismes qui vont ensemble et effectivement, la convention citoyenne ou les conventions citoyennes, si ça pouvait devenir un jour un mode de gouvernement, et ça pourrait prendre d'autres formes, d'ailleurs, que des conventions citoyennes. Il y a beaucoup d'autres formes. Bon. On peut créer des sortes de conférences de consensus aussi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de... Et Romain Slitin le rappelait tout à l'heure, il y a beaucoup d'expériences dans le monde. On gagnerait beaucoup, d'ailleurs, enfin, ce qu'il a fait dans son livre, hein, à aller regarder ce qui se fait ailleurs, parce que nous, Français, on a un peu le tropisme des inventeurs d'institutions, alors que généralement, il y a quand même des choses qui se font des choses très intelligentes qui se font ailleurs. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas que la troisième chambre soit une solution pour tout. En revanche, la troisième chambre, c'est sur du temps long, à la différence d'une convention citoyenne qui travaille nécessairement sur un temps réduit sur une question, sur un thème, c'est mettre en place quelque chose qui obligerait à un débat permanent sur la législation, sous la menace, sinon, d'une sorte de droit de veto des citoyens tirés au sort. C'est un autre mécanisme. Merci beaucoup. Je crois que Chloé avait une question sur le Zoom. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Voilà, je voulais savoir, qu'en est-il lorsque démocratie et environnement sont en contradiction? Et peut-être plus précisément, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une dictature verte? Alors, comment dire, votre question, elle est très intéressante, mais elle risque de nous emmener très loin, parce que vous avez d'un côté le risque d'un effondrement de la démocratie. Vous voyez bien qu'actuellement, enfin, si je veux caricaturer les choses, d'un côté, il y a une sorte de tendance épistocratique, je le dis très vite, de façon caricaturale, c'est le macronisme, c'est les gens qui savent mieux que les autres. C'est comme quand Sibeth Diagne nous explique le problème des masques, c'est le problème des Français qui n'étaient pas assez acculturés aux questions scientifiques. Bon, ok, c'est sympa. Hein, bon. Et d'un côté, il y a cette sorte d'élite du savoir, bon, et de l'autre côté, il y a les mouvements populistes, qui sont aussi une façon de construire des collectifs qui ne parlent pas en réalité, ou qui parlent qu'à travers des leaders. Et effectivement, la rencontre des deux, elle est mortifère, et effectivement, nous assistons à des dérives autoritaires partout. Y compris en Europe. Bon. Donc, il y a effectivement un risque sous l'effet de la crise climatique pour la démocratie. Et en même temps, que je sache, les systèmes autoritaires n'ont jamais été d'une très grande efficacité pour réformer les sociétés. Les systèmes autoritaires sont des systèmes qui, par définition, tiennent assez peu compte des populations. Voilà. Donc, la dictature verte, alors, regardez qui dit dictature verte, hein, qui dit Khmer vert, qui dit toutes ces choses-là, hein, voire Amish. Bon. Évidemment, c'est des façons de caricaturer. Bon. Au contraire, je pense que ce qu'on défend, ce qui a été défendu dans la Convention citoyenne, ce qui est défendu dans ces collectifs qui essayent de rénover la démocratie, c'est plutôt l'idée qu'il nous faut plus de démocratie pour affronter les problèmes que nous allons rencontrer pour la transition écologique. C'est un choix. C'est-à-dire que nous pensons que, tous ces militants pensent que c'est parce qu'il n'y a pas assez de démocratie, qu'il y a une démocratie pas assez vivante, pas assez diversifiée, pas assez inclusive, qu'on a du mal à répondre aux questions que nous devons affronter aujourd'hui. Donc, oui, moi je suis d'accord avec vous, il y a un risque de dérive autoritaire face à des crises très difficiles, parce que regardez ce qui s'est passé avec les migrants. Les phénomènes migratoires, regardez tous ces migrants qui essayent de traverser la Méditerranée. Ces migrants syriens en particulier, ils viennent chez nous pour des raisons climatiques. Et quand vous n'en aurez pas 10 millions, mais quand vous aurez 100 millions de personnes qui vont déferler sur l'Europe, vous allez voir comment les Européens vont réagir. Là, il n'y aura pas trop le choix, on mettra des militaires, enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, on est dans des situations qui peuvent être graves du point de vue des libertés. On l'a vu d'ailleurs dans la crise sanitaire, il y a des discussions sans arrêt sur la question des libertés, c'est des discussions utiles.
hein, sur qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence sanitaire, jusqu'où on peut aller, etc. etc. Bon. Ça, c'est une question qui se pose aussi avec d'autres menaces, la menace terroriste. Donc, il y a un enjeu, effectivement, démocratique de droits fondamentaux dans les situations que nous affrontons. Et la crise climatique risque d'être une crise extrêmement violente. Là, on ne le mesure pas encore vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à le mesurer. Mais si vous regardez les projections climatiques et vous regardez quel temps il fera à Bordeaux dans 50 ans, c'est-à-dire grosso modo, les vins de Bordeaux deviendront les vins de Séville, bon, pour vous donner une image, bon, quand il y aura des villes de France, dans l'est de la France, qui seront tout simplement invivables, vous allez voir ce que ça va se passer en termes d'occupation du territoire, en termes de conflits, d'usage des territoires, etc. Bon, en termes d'aggravation des inégalités sociales. Donc, on est dans des situations qui sont très dangereuses. Alors, effectivement, il y a le risque d'une dérive dictatoriale, autoritaire, etc. Il y a aussi le pari, c'est un pari, mais je veux dire, justement, l'exemple de la Convention climatique montre que c'est un pari qui peut être gagné. Pour moi, c'est le principal enseignement de cette expérience, c'est qu'on a pu montrer en conditions réelles, dans un grand pays, un des pays les plus riches du monde, on a pu montrer qu'en mettant 150 citoyens, on réussissait à aboutir à des choses plus performantes et plus efficaces que la représentation nationale. Alors, bon, ça pose un problème, hein, ça nous pose un problème, évidemment ça veut dire qu'il y a un problème dans notre pays, mais on l'a réglé pacifiquement et de façon intelligente. Bon. Et on va tirer des leçons de cette première expérience. Sur les prochaines conventions citoyennes, on aura tiré les leçons de tout ce qui a été difficile. Il y a eu des innovations dans cette convention citoyenne. Par exemple, on n'a pas eu le temps d'en rentrer, mais par exemple, créer un comité de légistique, je crois, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on crée ce type de l'organe de traduction en droit, hein, en quelque sorte, de la parole citoyenne. Bon, alors, peut-être qu'on peut l'améliorer, etc. Bon, il y a toute une série de discussions, et d'ailleurs, les sciences sociales sont intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'elles vont étudier de très près comment ça s'est passé, elles vont nous expliquer toute une série de choses, et à partir de ça, on pourra améliorer. Mais là, on a une expérience, je trouve, exceptionnelle, du fait que tous ces militants qu'on pouvait penser un petit peu illuminés, qui disaient, ouais, le tirage au sort, des petits groupes qui discutent, ça produit des résultats vachement intéressants qui permettent, par exemple, de faire entendre des choses qu'on n'entend plus, des paroles qu'on n'entend plus, des invisibles, qui permettent aussi de le faire de façon pacifique. Et bien là, on a montré que c'était possible. Donc, moi, je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Merci Bastien François. Romain Slitine, peut-être une réaction sur la dictature verte? Non? Oui, pardon. Je passe à la prochaine question. Deux points, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Bastien François. La démocratie, justement par rapport à la dictature, c'est que ça permet de traiter la complexité et vu évidemment les enjeux que l'on a, ça ne se traite pas comme ça, il n'y a pas une seule personne dotée de toute l'intelligence et de tous les pouvoirs qui va pouvoir résoudre ce problème ou un petit groupe de personnes. Donc, c'est complexe. Parfois, le diable se cache dans les détails et cette intelligence collective qu'il faut justement encourager grâce à la démocratie est essentielle. Et la deuxième chose, sur cette question de la dictature verte, c'est que, évidemment, maintenant, on passe à la mise en œuvre des mesures. Et si la parole, et ça, c'est un point essentiel, si la parole citoyenne n'est pas écoutée, parce qu'au-delà de la Convention citoyenne, il y a de plus en plus une conscience beaucoup plus importante, et si la parole citoyenne qui s'exprime, qui fait des propositions, n'est pas écoutée, ou alors elle est écoutée à la marge, ou alors on fait semblant de l'écouter, etc., là, effectivement, il peut y avoir un retour de bâton et une forme de recherche en se disant, bah non, bah, vous voyez bien, la démocratie, ça ne marche pas. Donc, c'est très important de chérir ce bien-là et aussi donc d'être efficace et je dirais congruent dans la mise en œuvre. Merci Romain Slitine. Je crois qu'on a une dernière question du live qui nous vient de Louise
qui nous demande: que pensez-vous de la proposition de modifier le préambule de la Constitution, entre parenthèses, qui avait justement été faite par la Convention citoyenne et rejetée par Emmanuel Macron, et qui semblait proposer de placer la préservation de l'environnement au-dessus des autres droits et libertés? Romain va répondre en premier. Non, j'allais. Non, enfin, moi là-dessus, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est il y a eu beaucoup de débats et de discussions autour de cette proposition qui a émergé un peu vers la fin. Moi, je trouve qu'il faut moins la voir comme un aboutissement que comme un appel, en se disant, peut-être un peu maladroit, en se disant le sujet est tellement important qu'il faut le mettre à un niveau constitutionnel, je dirais presque symbolique, élevé. Donc après, voilà, après, je pense que ça mériterait tout un long débat sur le sujet. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut faire je veux dire, les citoyens de la Convention climatique, ce n'est pas des constitutionnalistes. Et je pense qu'ils ont fait passer un message assez clair qui voulait dire, par rapport à d'autres droits fondamentaux, on a l'impression, souvent à juste titre d'ailleurs, que le climat, et en particulier la charte de l'environnement, sont plus maltraités, ne sont pas pris à exactement la même hauteur. Après, je ne vais pas vous infliger ici un cours de droit constitutionnel parce que je pense que certains d'entre vous l'ont déjà subi avec moi ou le subiront cette année. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire que les juges constitutionnels, ils sont toujours confrontés à des principes constitutionnels qui ne sont pas toujours compatibles, ne serait-ce que parce qu'ils ont été pris à des périodes différentes. Par exemple, si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme de 1789, où on vous dit que la propriété, c'est un droit sacré, et vous prenez le préambule de la Constitution 46 qui vous dit que dans certaines conditions, on peut nationaliser, vous voyez tout de suite qu'il y a un petit hiatus. Bon. Et on pourrait prendre plein d'exemples. Donc, le juge constitutionnel, généralement, il fait des arbitrages en fonction des situations. Par exemple, le droit de grève, il est absolu pour certains métiers. On peut faire grève comme on veut, mais par exemple, si vous êtes contrôleur aérien, vous ne pouvez pas faire grève parce que voilà, il y a des contraintes. Ou si vous gérez des centrales nucléaires, etc. Bon. Donc, par exemple, le droit de grève, donc il y a un droit constitutionnel, s'apprécie en fonction des situations. Bon. Alors après, donc, je ne suis pas certain sur le plan technique que ça soit une bonne idée de créer deux catégories de droits fondamentaux. Mais après, la question se joue aussi sur la nature des normes qui existent, sur la possibilité. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, dans la Constitution, il n'y a pas le principe de non-régression des normes environnementales n'existe pas. Ça, par exemple, ça vaudrait le coup de le rajouter. Et puis, peut-être, il faudrait réfléchir à la composition de la Cour constitutionnelle. Je veux dire, voilà, le droit, enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais le droit, c'est aussi les gens qui disent le droit. Donc, dans quelles conditions ils le disent, qui le dit, etc. Bon. Donc, c'est une question très, très compliquée. Et moi, je suis d'accord avec l'interprétation de Romain Stiltine, c'est-à-dire qu'il faut y voir plus quelque chose de symbolique que quelque chose de technique sur le plan du droit constitutionnel. Et de ce point de vue symbolique, je crois que c'est un message fort qui a été adressé dans la poursuite déjà d'une discussion ancienne et d'une mobilisation ancienne, parce que je vous rappelle qu'il y a une mobilisation depuis quelques années pour modifier l'article 1er de la Constitution, pour y introduire la question du climat, la question de la biodiversité, la question des générations futures, la question de la non-régression, etc. Donc, il y a déjà des collectifs citoyens qui s'emparent de ces questions-là, et ils ont tout à fait raison, et ça donne évidemment beaucoup plus de force, je suis bien placé pour le savoir, que le simple bouquin de prof ou d'universitaire, enfin, ou d'intellectuel. Mais voilà, prenons-le comme quelque chose de symbolique, parce que, alors, simplement, je suis un tout petit peu long, mais je finis là-dessus. Les questions symboliques sont hyper importantes dans cette affaire. Sont hyper importantes. C'est-à-dire dire, par exemple, mettre le climat dans la définition de la République française, ça n'a pas d'effet juridique énorme. Mais simplement, le principe d'égalité, la France serait définie par l'égalité,
la liberté, etc., la laïcité, et aussi par le fait que nous nous engageons collectivement à protéger le climat et pour cela aussi protéger les générations futures. Vous voyez, une constitution, c'est un acte symbolique qui nous définit dans nos valeurs. Donc, dire qu'il faut placer cette question-là dans la constitution, oui, c'est très important sur le plan symbolique. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors peut-être une dernière question pour finir. Je pense peut-être Monsieur Emmanuel Rolland qui en avait posé plusieurs, si vous souhaitez en poser une deuxième. Non, tout a été répondu, hein, merci beaucoup. D'accord, super. Alors, on n'a pas d'autres questions, il me semble. Alors, une question peut-être un peu bonus que je vois dans le Facebook Live qui n'est pas totalement en lien, mais qui peut être intéressante tout de même. Ça portait sur un aspect plus juridique de donner la personnalité à des éléments de nature, type fleuve, type forêt, arbre. Voilà, la personne voulait avoir votre avis sur cette question qui n'est pas totalement en lien, mais qui rejoint peut-être un petit peu la protection de l'environnement. Je ne sais pas. Je vais décevoir la personne qui pose la question parce que je suis moi-même en réflexion sur le sujet. Voilà, je vois bien l'intérêt, c'est-à-dire que, je veux dire, le problème, c'est que, alors, entendons-nous bien, quand on donne la personnalité juridique à un fleuve, par exemple, ou à une montagne, en réalité, on donne des moyens à des personnes pour parler au nom de ce fleuve ou au nom de cette montagne. Ce n'est pas la montagne elle-même ou le fleuve qui va se défendre tout seul. Bon. Donc, l'enjeu n'est pas tellement la question de la personnalité juridique. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on construit des entités, comment on construit juridiquement des entités représentables et donc dont les citoyens peuvent devenir les porte-parole. Je pense que c'est ça l'enjeu majeur de cette question. Bon. Alors après, là où je suis un peu, pour le moment, en réflexion, c'est sur ce que ça veut dire très concrètement. Parce que, comme Romain Slitin le disait tout à l'heure, bon, c'est sympa la théorie, mais à un moment quand même, il faut que ça puisse se traduire dans des choses pratiques. Et il y a beaucoup d'innovations qu'on propose qui sont parfois quand même des sortes de petites usines à gaz. Et là, voilà, c'est là le stade de ma réflexion. Je comprends bien le problème de la personnalité juridique parce qu'on en a besoin pour créer des êtres qu'on représenterait, on pourrait dire aussi un océan, la personnalité juridique, etc. Bon, allez voir de ce point de vue-là les travaux de Latour. Hein. Alors, c'est un petit peu perché, hein, mais c'est très, très malin en réalité. Bon. Après, ce qui est compliqué avec Latour, c'est quand on arrive dans le concret. C'est-à-dire comment on fait fonctionner ça dans les rapports de force, qui sont les rapports de force de la démocratie. Bon. Et c'est sur ce point-là que je suis encore un peu... je m'interroge. Mais c'est un beau sujet de réflexion. Hein. Si vous voulez continuer là-dessus, ça, à mon avis, ça a de l'avenir. Merci beaucoup. Est-ce que, M. Slitin, vous avez quelque chose à rajouter sur cette question? Non, moi, je vais aussi décevoir parce que moi, je suis pas en réflexion, je n'ai pas réfléchi véritablement à ce sujet. Donc, voilà, c'est vrai que mais je suis conscient que c'est un beau sujet d'avenir. Et que je rapprocherai peut-être d'une autre innovation un peu perchée, mais qui est intéressante. Je vous la laisse comme ça. Ça n'a pas à voir, mais il y a peut-être des liens. C'est la démocratie liquide, qui est une autre forme un peu d'imaginaire pour penser nos sujets de manière un peu décalée. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que sur cette belle ouverture, nous pouvons conclure cette conférence. Il me reste à vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps d'intervenir pour les étudiants de la Sorbonne et pour d'autres, puisque nous avons aussi des gens extérieurs à la Sorbonne qui ont assisté à cette conférence. Il me reste à remercier aussi les personnes y ayant assisté, de continuer à faire vivre des associations comme les nôtres, même en temps de confinement. Nous aurons grand plaisir à vous revoir sur nos prochaines conférences. Donc, je vous le rappelle, le 3 décembre pour une conférence sur le zéro déchet et le 16 pour une conférence sur le véganisme.
N'hésitez pas à suivre notre page Facebook pour avoir des informations sur ces événements. Un grand merci encore à tous et puis à très bientôt.